Bonjour et bienvenue dans la philosophie de combat, une deuxième vidéo destinée à définir quelques termes très essentiels en philosophie. Et on va tout de suite commencer avec deux mots importants qui sont épistémologie et ontologie. Ce premier mot, épistémologie, est composé de deux racines. La première c'est épistémé, qui veut dire science, et la deuxième c'est logos, qui veut dire étude. Donc, l'épistémologie, c'est l'étude des sciences. Alors, définition: étude critique des sciences destinée à déterminer leurs origines, logique, leurs valeurs et leur portée. Et comme je le dis souvent, en d'autres termes, l'épistémologie, c'est le sérieux de la science. Le sérieux d'une science, car quand on va vérifier son origine, sa valeur, sa portée et sa logique, on va regarder si cette science a une certaine cohérence, et donc si cette cohérence a des, permet de démontrer que cette science a des fondements très sérieux. Pensez à toutes les sciences, hein, l'économie, sociologie, médecine, physique, histoire, biologie et tant d'autres. Eh bien, quand on va avoir une démarche épistémologique par rapport à ces sciences, on va vérifier le sérieux de ces sciences-là. Alors, ce mot, épistémologie, permet de réfléchir et de remettre en cause les sciences. Parce qu'à partir du moment où vous avez un mot qui vous permet de remettre en cause les sciences, ce mot n'a pas été inventé par hasard, ce mot n'a pas été combiné par hasard, l'épistémologie, ça permet bien évidemment de se poser des questions sur les fondements, la cohérence, ou le même, moi je dis souvent le sérieux d'une science. Prenons un exemple, l'acupuncture ou la médecine chinoise. La médecine chinoise ou l'acupuncture, ça marche en Chine, ça marche dans d'autres pays, on va dire, d'Asie, voire de l'espace pacifique, en, en Nouvelle-Zélande par exemple, ça peut être prescrit pardon, dans ces pays-là. Mais par contre en France, je vois mal des médecins vous prescrire de l'acupuncture. Ils vont plutôt vous prescrire de la kiné ou d'autres choses. Alors, est-ce que l'acupuncture est plus sérieusement faite en Chine qu'en France, ou est-ce que simplement le corps de la médecine française ne définit pas l'acupuncture comme une science ou comme une médecine très sérieuse, c'est-à-dire que les origines, valeurs, portées et logiques et tout ça mis ensemble, sa cohérence n'est pas suffisamment sérieuse pour qu'on puisse l'utiliser pour soigner les gens, ou est-ce qu'il y a dedans des biais idéologiques? Est-ce que les Chinois devraient prendre notre médecine, ou est-ce que nous devrions justement prendre la leur? Eh bien, quand je me pose tout ce genre de questions, je me pose des questions épistémologiques. Si je me pose, par exemple, une question épistémologique sur la médecine occidentale, eh bien, je peux me demander, est-ce que cette médecine est si sérieuse que ça, finalement, puisque la médecine chinoise, elle, propose d'autres solutions. Alors, je pourrais dire oui, ça dépend de la maladie ou ça dépend des problèmes. Mais sur un certain nombre de sujets, il se trouve qu'en Occident, on a quand même une médecine qui fonctionne plutôt bien. Par exemple, au niveau de la prévention, je pense le fait qu'on ait pris la bonne habitude de faire bouillir l'eau et le lait, ce qui s'appelle la pasteurisation, qu'on ait pris l'habitude d'avoir une excellente hygiène, notamment dans les hôpitaux, en recourant massivement à l'usage du savon. Aussi, les conseils des médecins sont souvent très simples mais très efficaces pour lutter contre tout type de maladie, à savoir avoir une bonne alimentation, une bonne hygiène de vie, faire du sport et ce genre de choses. Alors il y a tout un tas de problèmes qu'on sait résoudre et que si l'on ne sait pas résoudre, on est face à un danger de mort. Je pense notamment à beaucoup de cas comme les angines. Ce genre de problèmes souvent font que votre gorge se met à gonfler et puis vous pouvez vous étouffer. Or, on a tout un tas de médicaments et de solutions pour guérir ce genre de problème. Le fait qu'on ait des bonnes méthodes en médecine pour lutter contre les noyades, par exemple, ça permet quand même de sauver des vies sur le coup. Sans parler de tout ce qui est chirurgical et ce genre de choses, hein, où on est capable d'aller opérer dans la personne, régler son problème et puis refermer la plaie tout en empêchant une infection. Et puis on peut soigner les os, on peut mettre des plâtres. Et enfin, on a compris beaucoup de choses sur le corps humain qui me permet de penser que quand même la médecine occidentale c'est assez sérieux. Ça l'a pas toujours été, mais je trouve qu'on a fait quand même des grandes avancées. C'est-à-dire que la médecine je sais pas moi, du XIVe siècle, c'était surtout on décrivait souvent les médecins comme plus dangereux et plus mortels que leur maladie. On peut voir d'ailleurs face à ça les excellentes pièces de Molière,
où les médecins sont toujours représentés comme des espèces de jargonneurs en latin, mais qui ne soignent pas grand-chose en fait. Alors, mais il y a aussi dans la médecine occidentale tout un tas de maladies que malheureusement on ne sait pas résoudre encore. Je pense à, par exemple, tout ce qui est maladie orpheline, où comme justement c'est des maladies qui viennent de nulle part, on n'y est pas vraiment préparé, et tout ce qui est de l'ordre de la folie aussi, on ne sait pas résoudre des problèmes de dérangements mentaux assez graves. Et des problèmes aussi qu'on résout mal, mais tant bien que mal, c'est tout ce qui est opération à cœur ouvert, les opérations qui nécessitent trop de, si trop de, qui est trop dangereuse pour le corps et donc on a une chance de tuer le patient qu'on opère et ça c'est dommage parce certains problèmes on n'arrive pas à les résoudre. Aussi il y a certains problèmes on les résout un peu comme on peut, c'est-à-dire je pense au cancer notamment. Alors savoir que la médecine heureusement fait des progrès et c'est vrai que par rapport à il y a 1500 ans elle en fait vraiment des progrès importants, notamment avec l'avancée bientôt des nanotechnologies où pourra soigner une personne sans devoir l'ouvrir, voilà, sans devoir risquer sa vie pour le soigner. Peut-être qu'on aura bientôt des nanotechnologies qui nous permettront de soigner des cancers ou de, si vous voulez, mieux localiser la zone cancéreuse pour mieux la traiter. Donc par rapport à toutes ces choses-là, si je me pose la question de base qui était à savoir est-ce que la médecine occidentale est efficace, est-ce qu'elle est sérieuse, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est vrai que de nos jours, sur un large panel de souffrances et de problèmes que l'on rencontre, la médecine moderne est assez efficace et donc assez sérieuse. Et cependant, ça vaut toujours le coup de se poser quelques questions épistémologiques, notamment quand on pense aux certaines dérives de la médecine qui tend à nous soigner tous les problèmes d'une façon médicamenteuse, c'est-à-dire avec des médicaments. C'est une dérive qui a tendance à remettre les possibilités de penser la médecine au niveau épistémologique, mais bon, euh, on peut penser ce qu'on veut des médicaments et des multinationales qui sont derrière, cependant, il se trouve qu'il y a aussi beaucoup de médicaments qui nous font du bien, et c'est tant mieux. Il y a bien sûr d'autres sciences sur lesquelles on peut appliquer une critique sur justement voir leurs origines, logiques, valeurs et ses portées. Donc une critique épistémologique, par exemple l'histoire. Euh, Est-ce que une personne qui se réclame d'être du parti communiste peut faire sérieusement l'histoire du communisme? Ça me paraît assez délicat. Puis d'ailleurs, finalement, en histoire, quand les choses sont beaucoup trop proches de nous, qui peut faire l'histoire de la Seconde Guerre mondiale ou de très récemment la guerre en Libye? On peut donner ce qu'on appelle une version officielle, mais et plutôt il faut attendre un certain nombre d'années avant d'avoir une version dépassionnée sur laquelle on va éviter tout ce qui est de l'ordre de biais idéologiques et ce genre de choses. Je vais revenir juste après sur les biais idéologiques. Donc le problème en histoire, c'est on a assez de facilité pour faire l'histoire des rois de France. On en a un petit peu moins pour faire la Révolution française. Et pour ce qui est de parler de la période actuelle, c'est très délicat parce que beaucoup d'enjeux existent et donc si vous voulez, l'histoire est vraiment une science dans laquelle il faut toujours avoir un raisonnement épistémologique, car il faut, notamment quand on se pose la question des origines, des sources documentaires et ce genre de choses, eh bien là on va avoir une réflexion épistémologique pour se poser la question est-ce que l'histoire telle qu'on l'a écrite est-elle si réelle que ce que l'on pense? Alors, pour vous montrer un peu ce que c'est des biais idéologiques, je vais vous proposer de réfléchir à un problème. Par exemple, quand vous voyez de la misère. Alors, il existe encore en France et à l'heure actuelle de la misère. Il en existe dans aussi beaucoup de pays du tiers-monde, ce qu'on a appelé le tiers-monde, un peu abusivement voilà. Donc on voit la misère, c'est un phénomène observable, c'est-à-dire qu'on peut vraiment voir des gens dans des bidonvilles, dans certains pays, ce genre de choses. Par contre, si je veux parler de la misère,
pour toujours vous expliquer ce que c'est les biais idéologiques, je peux utiliser différents mots pour décrire les gens qui sont dans la misère. Alors attention, quand je parle de misère, je parle bien sûr de misère économique, pour le coup. C'est-à-dire pas d'argent, quoi. Eh bien, on va utiliser un premier terme neutre pour décrire les gens qui sont dans la misère. On va dire tout simplement les pauvres. Les pauvres, c'est un terme assez neutre, puisque on décrit un phénomène sans en donner un biais idéologique. Maintenant, je vais donner un premier biais idéologique tout en donnant un synonyme du mot pauvre. Les exploités, par exemple. Si je vous dis que la misère économique de ces gens-là est due à la pauvreté, c'est un phénomène. Si je dis que la misère économique de ces gens-là est causée par leur exploitation, eh bien à ce moment-là, ce n'est plus un terme neutre, c'est une misère qui est causée par d'autres personnes. En l'occurrence, les gens plus riches qui s'organisent pour que la société permette la continuation de leur pouvoir, de leur richesse. Et bon, les misérables, eh bien, ils sont exploités par ces gens-là. C'est un terme qui est souvent utilisé dans le marxisme ou dans le socialisme vraiment de gauche. Eh bien, quand on dit les exploiter, on n'a pas un terme neutre face à soi, on a vraiment un terme qui nous oblige à se poser la question qui exploite qui. Un autre terme, toujours biaisé idéologiquement comme exploité, si je vous dis que la misère économique est causée et que les gens pardon qui sont dans la misère économique sont des feignants, eh bien à ce moment-là, ce n'est plus un terme neutre non plus. C'est pas les pauvres, c'est les feignants. Et donc la misère n'est pas causée par les autres, mais la misère est causée par leur propre mode de vie ou par eux-mêmes. C'est un peu de leur faute. Donc d'un côté, j'ai dit exploiter la misère est causée par d'autres personnes. Dans un autre registre, si je dis les feignants, eh bien la misère c'est un peu de leur faute. Donc voilà deux phrases. La misère est un phénomène qui frappe les exploités. Bon, la misère est un phénomène qui frappe les feignants. C'est tout à fait une autre vision du problème. Alors, les biais idéologiques, ce sont des mots qu'on utilise volontairement, qui un peu déforment la réalité et qu'on utilise essentiellement pour deux raisons. Alors, les biais peuvent être tout simplement idéologiques, c'est-à-dire qu'on veut que le réel s'accorde à sa vision du monde, c'est-à-dire qu'on a une façon de voir le monde. Et quand le monde va mal, on va utiliser des mots qui vont justifier les réalités en fonction de notre vision du monde. C'est-à-dire que si je suis un idéologue marxiste, je ne vais jamais parler des pauvres, je vais toujours parler des exploités. Alors que je pense que la misère, c'est très complexe à analyser et on ne peut pas se réduire à un seul mot qui voudrait dire que le fait que les gens soient pauvres, c'est obligatoirement et toujours le fait des autres. C'est pas aussi simple que ça, mais de dire que c'est toujours de sa propre faute quand on est dans la misère, quand je parlais de fainéantise par exemple, eh bien c'est aussi une erreur idéologique. Quand on dit ça, c'est que souvent on est très riche et puis on a tendance à mal juger les gens qui sont moins riches que nous. Et pour pas se dire que c'est de notre faute, on va utiliser un mot qui nous permet de ne pas se sentir coupable. D'où le fait qu'on puisse dire les feignants. Et donc, dans cette idée-là, le monde réel s'accorde à sa vision du monde. Donc on a une vision du monde. Et bien, si le monde ne correspond pas à cette vision, on va utiliser tout un vocabulaire qui va nous permettre de dire quand même que sa vision du monde est vraie, puisque vous voyez, ces gens-là sont exploités, ou des feignants, et ce genre de choses. Ensuite, on a les biais qui sont de l'ordre politique, c'est-à-dire quand on veut faire du profit avec sa vision du monde, c'est-à-dire c'est un tout petit peu la même chose, mais c'est-à-dire on ne veut pas que le réel s'accorde à sa vision du monde. Là, on fait vraiment exprès parce qu'il y a un intérêt financier à proposer une lecture du monde qui correspond à ses intérêts, mais là financiers, pas idéologiques mais financiers. Donc, on peut aussi rajouter à ça un élément dans tout ce qui est biais idéologique, c'est que certains mots ne correspondent pas à une réalité. Alors je vais m'expliquer sur ça. Vous avez tous et vous connaissez tous un certain nombre de mots qui renvoient à des choses qui n'existent pas. Alors,
très 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 simplement. Vous connaissez tous le mot licorne par exemple. Eh bien le mot licorne, ça renvoie à des chevaux magiques comme ça qui ont des cornes. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà vu une licorne? Ça m'étonnerait beaucoup. Par contre, si vous fermez les yeux, 5 secondes, et vous imaginez une licorne, vous voyez un cheval tout rose là, sorti de sorti du monde enchanté d'une petite fille de 5 ans, et vous l'imaginez avec une corne comme ça, et puis voilà, avec ses sabots dorés, etc. C'est facile, j'ai fermé les yeux, j'ai imaginé une licorne, j'ai vu la licorne. Par contre, est-ce que dans le réel, j'ai déjà vu une licorne? Eh bien non. Pareil pour les dragons, pareil pour les feignants ou les exploités. Est-ce que j'en vois vraiment ça quand je vois cette misère, ou ce genre de choses, ou est-ce que j'utilise pas un mot qui me permet finalement de renvoyer à une réalité qui n'existe pas? Donc quand je parlais des exploités, je pourrais très bien utiliser d'autres mots. Je pourrais aussi dire que ce sont des travailleurs. C'est une autre façon de voir les choses. Ça place la personne misérable dans une autre dimension. Cette fois-ci, ce n'est plus ni la faute de personne qu'on a la misère, c'est juste le travail qui amène à la misère. Ou je peux tout simplement dire, si je suis un peu je peux dire, ce sont des collaborateurs. Donc au XVIIIe siècle, on peut, si on veut, dire que les gens dans la misère, les ouvriers, là, eh bien, ce sont des collaborateurs à l'usine et ils permettent de produire des biens de consommation qui vont faire l'avenir de ma nation et blablabla et blablabla. Eh bien, tous ces mots qu'on utilise, et pensez bien à l'exemple de licorne, renvoient souvent à des réalités qui n'existent pas. Et donc, cependant, on a tous ces mots-là à la bouche et rarement ces mots-là renvoient à quelque chose qui existe réellement. Donc, méfions-nous de toutes ces idées-là qu'on manipule un peu vite, parce que on pourrait très bien expliquer que la misère est due aux licornes, et puis finalement ça va très bien aussi, puisque finalement la licorne ça n'existe pas, ça n'envoie pas à une réalité, donc on peut un peu dire n'importe quoi. Même si on emploie des mots comme exploité et feignant. Je pense que tous les gens dans la misère ne sont pas tous des exploités, et tous les gens dans la misère ne sont pas tous des feignants. C'est infiniment plus complexe que ça. Euh, Prenez par exemple l'exemple d'une personne handicapée au, je sais pas moi, au XVIIIe siècle, si ça devait exister, ou les enfants qui étaient aveugles, ce genre de choses, ou qui ne pouvaient pas parler, enfin tous ces gens qui sont nés avec ce genre de problème, eh bien ils ne sont ni exploités ni feignants. Il se trouve qu'ils ont eu un peu moins de chance au niveau biologique et ils n'ont pas les mêmes potentiels et facultés que les autres. Elles sont ni diminuées ni augmentées, elles sont différentes. Eh bien, à ce moment-là, allez essayer de m'expliquer qu'un aveugle est un feignant. Moi, ça me paraît assez difficile. Pourtant, souvent, les aveugles, pour vivre, surtout à cette époque-là, étaient obligés de mendier, car ils n'avaient pas d'autres ressources pour vivre. Et très fort celui qui va m'expliquer que cet aveugle est un feignant. Je pense surtout que il y a beaucoup d'autres critères qui vont définir ou qui vont pouvoir expliquer ou qui vont nous permettre de réfléchir à savoir si quelqu'un dans la misère est ceci, cela. Je pense qu'il faut éviter de poser son jugement et je pense qu'il faut éviter de dire des bêtises. Donc méfions-nous des mots qu'on utilise, c'est très important. Et enfin, on va rajouter encore autre chose aux biais idéologiques, et puis je refinis ma petite parenthèse sur les biais idéologiques, c'est que si on rajoute à tout ça encore un petit peu de mauvaise foi, eh bien, je pourrais dire que finalement, ce que j'ai dit juste avant, hein, un patron qui exploite des enfants dans son usine pourrait très bien dire qu'il n'a pas des gens exploités ou des esclaves sous son, sous ses ordres, mais il a tout simplement des collaborateurs. Et c'est vrai que des enfants de 6 ans, on pourrait très bien dire, ce sont des collaborateurs à l'exploitation minière, blablabla. Donc, si on rajoute encore un peu de mauvaise foi, alors là, on tombe dans des délires idéologiques, et c'est vrai qu'on peut aller très loin, parce que souvent les gens ne veulent pas se rendre compte que leur vision du monde est fausse, biaisée, ou qu'il faut la repenser sans cesse. Ils préfèrent utiliser tout un tas de mots qui ne les sortent pas de leur confort idéologique. Donc, méfions-nous des biais idéologiques qui sont malheureusement monnaie courante. En tout cas, quand on se pose des questions épistémologiques,
c'est pour ça que je donne ce mot en premier. Celui qui a ce raisonnement-là, c'est celui qui veut faire avancer les sciences de son temps. Et celui qui veut faire avancer les sciences de son temps se pose des questions épistémologiques tout simplement. Alors, on peut poser la question, est-ce que la philosophie a une épistémologie? Ça serait de dire, est-ce qu'il y a une bonne méthode ou une bonne façon de faire de la philosophie? Et est-ce qu'on peut arriver à la bonne sagesse? Est-ce qu'il y aurait une espèce de point ultime de la philosophie qui nous amènerait vers la sagesse ultime, ce genre de choses? Alors, moi j'ai tendance à dire que la philosophie n'a pas d'épistémologie, c'est-à-dire que la philosophie, il n'y a pas, il y a pas, il y a pas une, il y a des mauvaises méthodes, mais il n'y a pas la bonne non plus. Il n'y a pas la bonne sagesse, il y a des sagesses. Et quand on va vers la philosophie, vers différents auteurs de philosophie, il faut bien garder à l'esprit que on passe d'une personne à une autre, et donc on passe d'un vécu, d'une histoire et d'une connaissance de la philosophie ou du monde complètement différente d'une personne à une autre. Ce qui fait que tous les philosophes sont un peu intéressants à aller voir parce que il n'y a pas un philosophe qui ressemble à un autre et finalement on a toujours à apprendre, même si on part dans des délires et dans le n'importe quoi, eh bien c'est quand même intéressant euh, à, à étudier. C'est-à-dire que quand on a dans sa tête créé un système, un schéma, une façon de voir le monde qui nous paraît à peu près cohérente, toujours remettre ça en question parce que le jour où on a cette géniale conjonction des idées qui nous permettent de voir le monde ou le réel du monde dans notre esprit, eh bien peut-être que cette vision ne sera plus vraie le lendemain. Donc l'épistémologie, c'est à refaire encore et encore. Et évidemment, c'est à faire si l'on cherche la vérité. À l'inverse, éviter ou interdire des réflexions épistémologiques, c'est toujours fait dans un but qui est souvent toujours le même dans l'histoire de l'humanité, c'est de sauvegarder l'institution en place. Parce que souvent une institution est basée sur un certain nombre de croyances ou une vision du monde ou une construction de la société, et si l'on mène des réflexions épistémologiques, on risque de trouver dans les origines, dans les valeurs, les portées ou la logique, quelques biais qu'on va vouloir corriger. Et quand certaines personnes veulent corriger ces biais, bah souvent on leur met un grand coup de bâton sur la tête et on les empêche de faire leur travail épistémologique. Et donc, moi je pense qu'il faut toujours avoir une vision dynamique de la réflexion humaine et toujours essayer d'aller de l'avant. Et l'épistémologie est un bon terme pour commencer à se dire que on n'est pas dingue ou on n'est pas génial si on pense qu'on peut révolutionner les choses. Il est de l'ordre normal de la nature humaine de vouloir toujours avancer, toujours faire mieux. Eh bien, on peut commencer par apprendre ce mot épistémologie qui va nous permettre justement d'accéder peut-être une vérité plus réelle, une vérité qui fonctionne mieux pour le temps présent. Je vais profiter de la fin de cette vidéo pour faire un tout petit rajout sur l'épistémologie. Le premier, c'est que en nous, on a tous un niveau d'épistémologie. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tous plus ou moins confiance dans les sciences de son temps et on a tous une appréhension ou on va dire un jugement critique par rapport aux sciences de notre temps. Quand vous prenez l'avion, vous ne vous dites pas j'espère que l'aéronautique est une science sérieuse, sinon on va se cracher. Peut-être que vous avez peur de prendre l'avion, mais pour d'autres raisons que des raisons scientifiques. C'est-à-dire que vous pensez, et je pense aussi, que l'aéronautique est une science solide, sérieuse, et que effectivement, les avions, quand ils décollent dans les aéroports, ils vont s'envoler, ils vont avoir une vitesse de croisière à plus de 800 km/h, puis ils vont décélérer, ils vont atterrir. Eh bien, bravo. Mais il se trouve que si on faisait l'histoire de l'aéronautique, on se rendrait compte qu'il y a eu énormément de tentatives qui ont merdé, excusez-moi l'expression, avant d'arriver aux avions qu'on a aujourd'hui dans le ciel. Donc, si vous voulez, entre un grec ancien qui voit un pigeon voler et toute l'histoire de la Renaissance où on aimerait bien pouvoir faire pareil, et puis aujourd'hui on arrive même à aller dans l'espace, tout ça c'est de l'aéronautique. Après l'espace c'est encore un peu différent, mais on va dire qu'il y a toute une histoire scientifique et tout un cheminement de pensée qui nous amène aujourd'hui à une science dont l'épistémologie est très sérieuse.
Pourquoi cette science est très sérieuse? Bien tout simplement parce qu'elle fonctionne. Et si vous voulez, on peut souvent juger une science à savoir est-ce qu'elle fonctionne ou pas, et ce jugement, nous le faisons d'ailleurs très souvent. Si je pense régler vos problèmes d'argent avec de la magie vaudou, est-ce que vous me feriez confiance? Ou alors, si j'étais un banquier, est-ce que vous me feriez confiance pour euh, gérer votre argent? Bon, alors, certains pourraient dire que peut-être qu'ils feraient plutôt confiance aux sorciers vaudous vu l'état des finances actuelles de la planète, mais on va dire que moi, si je veux gérer mon argent, je m'adresse à mon banquier, a priori. Voilà. Donc on a tous des niveaux d'épistémologie et on accorde notre confiance à des gens dont on pense que la science est la plus solide et la plus sérieuse. Euh, donc ça, c'était mon premier point. Donc on a tous en nous ce sentiment d'épistémologie. Le deuxième point que j'aimerais soulever est le suivant. J'ai dit que la philosophie n'a pas d'épistémologie. Alors je suis toujours d'accord avec moi-même, ce qui est une bonne chose, mais j'aimerais apporter un point euh, pour éviter qu'on fasse une confusion ou qu'on me dise que je ne suis pas philosophe. Le fait est là, et vous avez remarqué que je ne cite pas énormément d'auteurs de philosophie. Pourtant, j'ai beaucoup lu, mais je vais vous expliquer pourquoi. Je pense qu'il y a une différence fondamentale entre un philosophe et un philologue. Alors, pour mieux m'expliquer, je vais vous donner la définition d'un philologue, ou la définition de la science appelée philologie. Alors, philologie, l'amour des lettres, érudition, connaissance des belles lettres, étude des textes, étude d'une langue par l'analyse critique des textes, philologie romane, germanique, etc. Étude formelle des textes dans les différents manuscrits qui nous ont été transmis. Donc on peut voir que, si vous voulez, le philologue, lui, il connaît très bien les textes grecs, latins, les grands auteurs, ce genre de choses. Il est capable, si vous voulez, de tronçonner, saucissonner une pensée, la découper en rondelles et est capable de vous dire, quand vous lui posez une question sur, je sais pas moi, l'amour, la mort, etc., il est capable de vous dire qu'est-ce qu'en pense Platon, qu'est-ce qu'en pense Heidegger, qu'est-ce qu'en pense Kant, etc., etc. Mais si vous voulez, la différence, c'est que le philosophe, lui, il va savoir faire un peu ça aussi, mais il va savoir, lui, ça va pas s'arrêter à l'étude pure d'une science, ça sera plutôt quelque chose de l'ordre du vécu. C'est-à-dire qu'il va vivre dans son quotidien, dans sa vie, sa philosophie. Et là est toute la différence entre celui qui vit vraiment sa philosophie et celui qui l'étudie comme un objet séparé de lui-même. Donc la différence est la suivante, le philologue connaît très bien, on va dire, toute la philosophie et même tout un tas de textes et tout un tas de choses de cet ordre-là. Et le philosophe, lui, il va vivre sa vie en fonction de ce qu'il aura étudié. Et la grosse différence est là, c'est-à-dire que le philosophe va vivre ce qu'il a étudié et donc lui, il essaye d'être sage. Il n'apprend pas les textes anciens, il essaye de devenir sage. Donc il y a une différence, si vous voulez, au niveau de l'investissement qu'on va mettre dans son étude philosophique. Et le résultat est le suivant. Le philologue va toujours réussir à vous parler de ce que pensait Platon, Aristote, Heidegger, je ne sais qui, euh, voilà, saint Thomas d'Aquin et compagnie, hein, et le philosophe, lui, il va vous dire ce qu'il pense lui. Une très grosse différence, c'est que moi je vais pas vous dire ce que, enfin un petit peu, mais je vais pas vous dire ce que pensait machin, ce que pensait un tel, même si c'est très intéressant. Toute la philosophie de combat va être aussi, à dire, empreinte du fait que je vais parler de ce que je pense moi. Donc, bien sûr, je vais m'appuyer sur des auteurs anciens, sur ce que j'ai lu, sur ce que j'ai vécu, ce genre de choses, mais pas seulement. Je vais aussi donner mon propre point de vue. Et si vous voulez, je peux donner l'exemple de Nietzsche, par exemple, qui au début de sa vie était philologue, c'est-à-dire qu'il connaissait très bien les textes grecs, romains et compagnie. Et puis, si vous voulez, le Nietzsche qu'on connaît plus nous aujourd'hui, c'est le Nietzsche qui est moustachu, qui est fou, qui passe son temps à marcher, qui passe son temps à écrire, qui passe son temps à réfléchir, qui a parcouru l'Europe en train et n'est pas capable de s'arrêter nulle part. Enfin, c'est ce Nietzsche-là qu'on a retenu, le Nietzsche philosophe qui vit vraiment sa vie et sa philosophie.
Ça se voit dans son corps, ça se voit dans sa, en fait, tout. Nietzsche, c'est pas seulement des textes, hein, c'est aussi la vie de Nietzsche. Et si vous voulez, avant ça, il y avait le Nietzsche philologue qui enseignait à la faculté, etc., qui aimait bien les belles lettres, qui aimait bien la musique et ce genre de choses. Et puis voilà, donc si vous voulez, moi j'aime bien ce Nietzsche-là qui passe son temps à marcher, à réfléchir, qui a vous voyez, des moments de génie qui le rendent presque malade. Et ça, c'est pour, pour moi, hein, selon moi, plutôt ça que ce qu'est le philosophe. Donc voilà, les deux premiers points que je voulais rajouter, c'est qu'on a tous un niveau épistémologique, hein, et que aussi, je ne suis pas philologue, c'est-à-dire que je donne mon point de vue. Euh, Récemment, si vous voulez, sur le terrain de l'épistémologie, puis j'en finirai là parce que je pense que je referai des vidéos sur ce sujet-là, mais plus tard. Réfléchissez au dernier, pas au dernier, mais au livre qu'a écrit Michel Onfray sur Freud, par exemple, où il y fait une critique assez sérieuse de l'épistémologie de la psychanalyse. Donc, si vous voulez, l'épistémologie n'est pas morte, parce que, et là on va rentrer peut-être dans ce qui va nous permettre de continuer sur l'ontologie, tout simplement parce qu'il y a les sciences sérieuses qui créent des produits, hein, je sais pas moi, les télévisions, les fusées, etc. Quand ça ne marche pas, ça se voit tout de suite. Ça, c'est très très rapidement, ça ne marche pas et puis c'est tout. Mais quand on est dans les sciences humaines, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on est dans la philosophie, quand on est dans, je sais pas moi, l'économie, quand on est, etc., etc. Là, tout devient beaucoup plus compliqué parce que l'humain est beaucoup plus présent. Et je vais expliquer pourquoi après. Avec l'ontologie, c'est beaucoup plus compliqué de faire, on va dire, des épistémologies sérieuses. Déjà les biais idéologiques dont j'ai parlé avant, hein, les biais politiques, mais aussi c'est très dur, et on va voir ça avec l'ontologie. Euh, Sachez quand même que c'est pas parce qu'on a appris le mot épistémologie qu'il faut absolument tout remettre en question. On ne fait jamais, on ne fera jamais la révolution de rien du tout. Tout ce qu'on peut faire, c'est apporter son grain de sable, ou alors pas inventer sa propre science, mais partir dans une autre direction qui n'avait pas été envisagée avant vous. Euh, L'épistémologie c'est bien, mais tout remettre à plat parce qu'il existe un mot qui nous permet justement de réfléchir sur comment on peut mettre les choses à plat et redémarrer un petit peu redémarrer une science ou réfléchir sur le sérieux de notre science. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'attaquer à toutes les sciences et dire je vais faire l'épistémologie de, etc. Euh, Toujours faire attention, on ne fait pas forcément mieux que ses prédécesseurs, et c'est pas parce qu'on est plus avancé dans le temps ou qu'on a plus de mots ou que les connaissances scientifiques sont épistémologiquement plus sérieuses et plus avancées qu'on va forcément faire mieux que ceux qui nous ont précédés. En tout cas, pas dans les sciences humaines. Dans les sciences physiques, je pense que de toute façon, à dire Newton a battu Descartes et puis c'est tout. Puis Einstein c'est plus sérieux que, etc. Mais dans les sciences humaines, on n'en est pas là, et c'est très intéressant de savoir ce que Platon ou Aristote pensaient de la, de la politique et ce genre de choses. Et là, si vous voulez, au niveau de nos connaissances en sciences humaines, l'épistémologie est assez fondamentale, ne serait-ce que pour pas dire de bêtises. Voilà, on va tout de suite passer à l'ontologie. C'est fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'en dis ni trop, ni pas assez, ni trop peu. Peut-être je reviendrai sur certains points. En tout cas, à partir de maintenant, je vais me permettre d'utiliser le mot épistémologie si j'en ai besoin dans mon vocabulaire. Je vous remercie beaucoup pour avoir suivi cette vidéo. La prochaine, c'est l'ontologie. Merci et à bientôt.